Je m'appelle Alexandre Lauterwasser, j'habite Heiligenberg près du lac de Constance. Tout a commencé quand j'ai eu 12-13 ans, lorsque j'ai trouvé une tortue comme celle-là en forêt. Je m'y suis consacré pendant des années, j'en ai élevé aussi, et aujourd'hui, il doit bien avoir entre 80 et 100 tortues dans le jardin et aux alentours. Un beau jour, j'ai découvert les figures de Chladni. Ernst Flori Chladni était un chercheur contemporain de Goethe qui frottait avec un archet des plaques de métal sur lesquelles était saupoudré du sable et dont les vibrations y formaient de magnifiques structures, lesquelles, et c'est ce qui m'a surpris, avaient de grandes similitudes avec des structures rencontrées dans la nature et en particulier avec la carapace de tortue. En poursuivant mes recherches, je suis tombé sur les travaux du docteur Hans Jenny, actif dans les années 60 en Suisse, qui avait repris et poursuivi les travaux de Chladni, en particulier sur des supports liquides. Et après toutes ces rencontres, j'ai commencé à me procurer des appareils et à expérimenter des moyens de reproduire moi-même ces figures vibratoires. Avec l'aide du spécialiste en haut-parleurs, M. Lua, j'ai pu réaliser un générateur de vibrations et de fréquences capable de les transmettre directement à une plaque. Cette plaque d'acier ou de laiton ultra fine est accouplée directement à ce transformateur de son. Elle doit être parfaitement horizontale, ce qui peut être réglé avec un niveau à bulles, et lorsque tout est prêt, on la saupoudre uniformément de sable tamisé très fin. Ici du sable de Heiligenberg, c'est celui qui marche le mieux. Pour pouvoir illustrer et enregistrer l'expérience, on la filme avec une caméra vidéo. Lorsque tout est prêt, je mets en route le générateur de fréquences en commençant par une fréquence relativement basse. Die Chladnischen Klangfiguren führen uns Folgendes vor Augen. Wo wir schwarze Flächen sehen, ist die Vibration. Les figures sonores de Chladni nous montrent les choses suivantes. Là où nous voyons des surfaces noires, la vibration de la plaque est si forte que le sable y est balayé. La surface est déformée, un peu comme une tôle ondulée, et les lignes claires, comme nous l'enseignent les physiciens, sont des zones de maillage où règne quasiment le calme et où le sable peut se concentrer et rester. La loi régissant ce phénomène est très fortement liée à la fréquence propre de la plaque. À l'instar des poils dont chacune a sa propre sonorité, de la même façon, chaque plaque a sa propre vibration. Les tons bas donnent peu de structures étendues, plus les fréquences montent haut, plus les formes sont complexes, comme nous pouvons le constater ici très nettement, étape par étape. Il y a aussi un phénomène très intéressant lorsque l'on soumet une plaque à une fréquence allant de 200 à 20 000 Hz. Il se forme avec certains sons des structures très particulières, très nettes, jusqu'à 200 différentes dans cette plage de fréquences, et nous trouvons certaines lois bien particulières, en l'occurrence la répétition de formes et de motifs. Ces formes sont très facilement reproductibles sur les corps solides si l'on emploie les mêmes matériaux, les mêmes épaisseurs, les mêmes vernis dans un environnement où le climat est identique à plus ou moins 5 degrés. On obtient, à des variations minimes près, les mêmes images aux mêmes fréquences. Partant des questions relatives à la surface de la carapace de tortue, j'ai commencé à découper des plaques métalliques elliptiques et à les soumettre à des fréquences. Ce fut pour moi une surprise de constater que les éléments de base formant la structure de la carapace de tortue apparaissaient à certaines fréquences bien précises sur ces plaques elliptiques en vibration. Nous obtenons de façon très nette une couronne de 24 champs périphériques. Wir haben ganz eindeutig einen Kranz von
Nous avons une articulation intérieure très marquée, ainsi qu'une structure correspondant à la colonne vertébrale de la tortue. Mais ce qui fut surprenant pour moi, ce fut l'exacte ressemblance avec les formes de base de la nature, telles qu'elles apparaissent ici sous forme de vibration. Von Grundformen der Natur, wie sie hier als Schwingungsbilder wieder in Erscheinung treten. La forme d'un animal, son aspect extérieur, est une propriété fondamentale du vivant, de telle sorte que l'on devrait plutôt voir et comprendre son apparence comme une composition. Le docteur Jenny a dit, de belle façon, que l'animal est une réflexion qui, par son aspect extérieur, nous montre quelque chose du monde intérieur. Après une étude intensive des figures sonores de Chladni, je suis passé à celle de l'eau, le plus universel des résonateurs que nous connaissons, dans sa capacité à réagir aux sons, vibrations, différentes fréquences et même à la musique. J'ai pu examiner certains phénomènes grâce à des expériences approfondies. Pour cela, j'ai développé des récipients spéciaux qui peuvent être couplés à ce transformateur de son pour que les vibrations puissent être transmises directement, sans perte, à l'eau. Parce que l'eau est encore plus sensible, tout doit être encore plus précis et équilibré. On remplit la coupelle d'eau distillée. Comme dit, tout doit être parfaitement d'aplomb. La moindre inégalité conduit à une répartition irrégulière de l'eau, ce qui perturbe aussitôt la clarté des images. L'épaisseur de la couche d'eau joue un rôle très particulier. On doit développer beaucoup de doigté pour déterminer quelle est l'épaisseur d'eau optimale selon le type d'expérience que l'on veut faire. Les lampes vont maintenant être installées, ainsi que la caméra, et l'on va pouvoir commencer l'expérience en transmettant les vibrations au récipient par le bas. L'eau est particulièrement intéressante parce qu'elle est considérée comme le résonateur le plus universel, ou comme le disait Novalis, c'est le chaos sensible, donc extrêmement ouvert et réceptif à toutes les influences, aux vibrations en particulier. La loi fondamentale régissant les figures sonores de Chladni s'applique très similairement aux images sonores d'eau, à savoir, des sons bas provoquent des structures d'ondulation plus étendues, comme nous pouvons le voir de très belle façon ici, avec un son sinusoïdal unique donnant un motif ondulant large. Et en changeant la hauteur du son, cela le densifie en conséquence. Cela fait partie d'un principe tout à fait fondamental de l'eau, qu'à un endroit de l'espace, différents mouvements et impulsions puissent se superposer et s'interpénétrer. De cette façon, il est possible que ces structures et schémas très complexes puissent se former. Nous voyons ici une autre fréquence et une image très complexe. Si l'on observe ce que donne une seule et unique note, d'une part, quelle dynamique émane de cette vibration, et d'autre part, quelle variété de principes, de formes apparaissent dans l'eau. Grâce à toutes ces images, on peut très bien se rendre compte du principe de fonctionnement de l'onde statique. Le physicien l'appelle justement ainsi parce que, bien que tout le système soit en vibration et se meuve continuellement, l'ordonnancement de la structure dans l'espace présente une image visuellement stable.
Ce que l'on peut aussi remarquer très nettement, ce sont les deux types d'ondes de base, une radiale, linéaire, passant par le centre, et une annulaire émanant du centre vers la périphérie et y retournant. Toutes ces figures, ces images sonores se forment à partir d'une superposition de ces structures radiales et annulaires. Dans tous ces phénomènes apparaissent des schémas vibratoires dont la parenté avec des schémas et des structures trouvées dans la nature surprend et ne finit pas d'étonner. Nous avions juste là une structure d'ordre 3, 6, que l'on peut comparer à cette monocotylédone en fleurs. Nous avons ici un lys, où nous voyons une structure d'ordre 3, une fois dans un sens et une fois en opposé. Ou le même principe lorsque l'on observe une structure vibratoire à 4 cellules, avec une disposition d'ondulation tétramère en bosse et une tétramère en creux, décalée d'une phase. C'est justement cela qui est étonnant, que ce « comment » du processus vibratoire se retrouve toujours dans le « comment » de la forme dans la nature. Ici, un bouton de Paris quadrifolia, un ordre 4 très net, la feuille verte plus large, puis une très fine intercalée et encore une forme 4 entre elles, ou ici un cactus, et nous découvrons exactement comment cette similitude interne de forme permet de conclure à un processus commun d'apparition interne de vibration. Ici, un exemple d'image de vibration à structure pentamère. 5 rayons vont vers les angles, 5 vers le milieu des côtés, donc à nouveau 5 fois des ondes en creux et 5 fois en bosse entre ces branches. C'est exactement comme avec cette Hoya carnosa, avec à l'extérieur cette grande fourrure en 5 et celle à l'intérieur qui est une ordonnance exactement décalée d'une phase. Ici, un ordre de nombres élevé, comme avec une rosette ou bien dans l'art, les vitraux des églises, la rosace, bien connue des spécialistes, apparaît ici en image vibratoire d'une onde statique. Et dans la nature, justement, cet exemple de tige de graines de salsifis des prés, qui est en fait très clairement une image modèle de la nature. Une structure universelle bien particulière s'est montrée lorsqu'en procédant au réglage de la caméra, j'ai utilisé une fréquence au hasard. Soudain, l'image vibratoire montra une rotation, tout d'abord lentement, puis d'un coup, 2 spirales opposées, une dextrogire et une lévogire, s'entrecroisant comme dans le cœur d'un tournesol. Très intéressants sont les derniers résultats de la recherche sur les biophotons qui nous montrent des processus extrêmement captivants dans la photosynthèse. En fait, que chaque plante a sa façon de faire descendre sur la Terre, si l'on peut dire, des aspects particuliers de la lumière. Dans la physique, on considère de façon centrale que la lumière est vibration. Ainsi, on peut dire qu'en fait, d'une certaine façon imagée, on se nourrit de lumière. J'ai commencé de façon fondamentale en 88-89 et depuis, il doit bien y avoir environ 10 000 clichés, diapos ou négatifs et plus de 200 heures de vidéos que j'ai produites de cette façon. Après tous ces films, ces phénomènes, j'ai également voulu savoir comment la musique pénètre l'eau et j'ai voulu observer ces formes de mouvement dans des structures sonores complexes.
Après de nombreuses années de travail intensif, j'ai eu le sentiment que c'était suffisamment mûr pour être montré et je me déplace depuis pour de nombreuses conférences, ce qui m'oblige à charger la voiture jusqu'au toit avec d'innombrables coffres et appareils. Cela fait la 3e année que je participe au symposium de l'eau de Lucerne, où à chaque fois, il a été possible de présenter le thème de l'eau de belle et impressionnante façon aux gens. Nous voyons ici sur cette image la très belle représentation indienne antique de Shiva Nataraja, la représentation de la marche du monde telle la danse d'un dieu. La vibration est dans tout, tout est rythme, tout est musique. Nous voyons bien ici en haut et à droite, il tient un petit tambour. Le mythe dit que ce sont les vibrations de ce tambour qui ont déclenché les premières vagues sur l'océan primordial, l'Océanos, jusque-là absolument calme. C'est pourquoi on pourrait dire que l'onde est le phénomène originel par excellence de tous les phénomènes vibratoires et de création. Si nous examinons notre propre culture, nous avons ici, sur cette gravure sur bois de la fin du Moyen-Âge, une très belle représentation de l'idée de la Genèse. Et Dieu parla, ou comme au début de l'évangile de Jean, au commencement était le Verbe. Vous voyez tout autour de la grande sphère, le ciel, les anges, les étoiles et Dieu, et puis, ce qui est capital dans notre sujet, un grand cercle, l'Océanos des anciens Grecs, le liquide primordial dont notre H2O n'est plus, d'une certaine façon, qu'un écho. Ce fluide représente exactement cette dimension, ce champ de force qui fait le lien entre ce spirituel originel, ce cosmique périphérique et le processus de formation, de matérialisation du monde, qui ici se densifie, s'accomplit au centre, comme nous pouvons aisément le constater. Par exemple, les processus qui apparaissent lorsque l'on met une goutte d'eau isolée en oscillation. Prenons donc une goutte d'eau, telle qu'on la trouve sur un pétale ou bien une goutte de rosée, et vous voyez, avec les premières formes de mouvement, un mouvement très simple de montée et de descente. Goethe aurait parlé de phénomène premier, le plus simple est le premier phénomène de formation se manifestant par un bombage et un affaissement. Le bord reste encore parfaitement rond, mais nous avons déjà un processus polaire. Vous voyez qu'il s'est formé au centre, dans le liquide, une petite bulle d'air qui nous montre à nouveau que la substance de l'eau, à l'intérieur, décrit un mouvement d'écoulement et de circulation complètement différent du mouvement plastique à l'extérieur. Si nous augmentons maintenant légèrement la quantité d'eau, disons 2, 3, 4 gouttes, ainsi que la fréquence, il se passe alors soudain, selon une loi générale comme chez Chladni, que les structures deviennent multicellulaires. Nous n'avons pas seulement 3, 4 dômes, mais 5, 10 et plus, et nous avons des articulations intérieures. Nous n'avons donc pas simplement un cercle à l'extérieur et un dôme au milieu, mais, comme on peut très facilement le constater ici, des cercles intermédiaires. Ceci constitue, comme je viens de le dire, une loi tout à fait générale. Vous le voyez, dans les formes complexes également, on retrouve néanmoins toujours le phénomène premier d'affaissement et de bombage. Si nous coupons le son, nous retrouvons la goutte telle qu'au début, parfaitement ronde. L'eau est ici quelque peu épaissie avec de la glycérine et nous constatons très nettement qu'il se forme au centre une structure quasi-cristalline. Donc, si on réduit la fluidité de l'eau, si on l'épaissit, le processus de formation bascule immédiatement vers le cristallin. Ceci est un processus vraiment prépondérant. La manière dont l'eau est liquide dans notre monde a quelque chose à voir avec la forme des êtres vivants, leur corps, leurs organes, qu'il s'agisse de plantes, d'animaux ou de l'homme.
Un cas très spécial, dans une plage de fréquence bien particulière, autour des 11 388 Hz, nous avons un phénomène bizarre. La plaque vibre en elle-même. Elle flotte de façon spéciale, ce qui donne des petites zones sur l'ensemble de la plaque où le sable ne se rassemble pas au calme, le long des lignes, mais où il commence à tourner, à virevolter. Vous voyez cela ici très bien, comment différents tourbillons d'extrogir et lévogir se croisent et s'interpénètrent. On peut voir et apprendre ici de façon très impressionnante quelque chose de très important. La forme ne se crée pas de façon additive à partir de différentes parties, mais c'est au contraire le mouvement qui leur donne quelque part leur position dans l'ensemble. Donc, la forme n'est pas issue d'une addition de petites briques atomiques, mais d'un tout dans lequel les parties s'incorporent et d'où naît la forme. Vous pouvez le voir de façon très impressionnante ici. Depuis, je fais aussi beaucoup de concerts en public. Je pense simplement que le moment est venu de rassembler et d'intégrer quelque part les différents courants dissociés de l'art d'une part, les sciences naturelles et aussi la philosophie d'autre part. Ces différentes façons de vouloir comprendre le monde, que l'un des côtés, l'une des directions, l'un des arts puisse aider l'autre à une compréhension plus profonde. Lorsque l'on observe attentivement la nature, on découvre partout les traces et les signatures de vibrations et de rythmes. Chaque bord de feuille a son propre code, son propre rythme. Dans sa dentelure, on peut le voir sur le pissenlit et dans beaucoup d'autres cas. Un autre exemple est donné par les sutures osseuses de notre crâne, ici sur une tête de mouton.